Alors Colette, ça va? Ton voyage s'est bien passé? Bah, pas vraiment. D'abord, j'ai eu un contretemps avant de partir, car ma fille a perdu les clés de la maison. J'ai dû m'occuper de tout cela, puis j'ai essayé de prendre l'avion. Essayer? Mais oui, tu te souviens de la tempête qui a commencé jeudi matin? C'était ce jour-là que je devais partir. Je suis allée à l'aéroport, mais évidemment, tous les vols ont été annulés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, j'ai attendu le soir pour partir. La réunion a été reportée au lendemain. Alors Héloïse, est-ce que tu es contente de ton travail? Oui, mon nouveau travail me plaît beaucoup. En fait, j'ai eu une promotion récemment. Je suis devenue responsable des achats. Qu'est-ce que cela change pour toi? Oh, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Avant, je devais simplement m'occuper des clients, puisque j'étais vendeuse. Maintenant, je regarde les différentes collections, je choisis les modèles. Tu deviendras peut-être styliste, non? Eh bien, Virginie, je t'avoue que je me suis mise à dessiner quelques vêtements sur le papier, comme ça. Racontez-moi ce qui s'est passé mercredi dernier. Eh bien, j'étais dans l'entrée de l'immeuble et j'attendais l'ascenseur quand j'ai entendu du bruit dans l'escalier. C'était Monsieur Duroc, du 3e étage, avec des gendarmes qui le tenaient fermement. Ils n'ont rien dit et ils sont partis à toute vitesse. Monsieur Duroc? Ça alors? Mais il avait l'air si gentil. Ah oui, mais j'ai appris par Madame Gomez qu'en fait, c'était un dangereux criminel. Il a assassiné plusieurs personnes, mais pas ici, dans une autre ville. Je n'arrive pas à le croire. Vous imaginez qu'il vivait à côté de nous? Tout le monde le connaissait, il appréciait. Je le voyais presque tous les matins, on se disait bonjour. Cela fait froid dans le dos quand on y pense. Oui, apparemment il a été reconnu par une de ses victimes qui a réussi à s'échapper. Je ne sais pas s'il a déjà avoué tous ses crimes, mais on dit qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il a commis aussi beaucoup de cambriolages. Philippe, tu sais que j'étais invitée à la fête de Clément? Oui, Adèle, tu m'en as parlé rapidement. Si je comprends bien, ça ne s'est pas bien passé. Non, ce n'était pas très réussi, car Laurence et Justine se sont encore disputés. Ne m'en parle pas, il est vrai que ces deux-là sont rarement d'accord. Mais pourquoi est-ce que Clément invite Justine puisque le résultat est toujours un conflit avec Laurence? Figure-toi que je le lui ai demandé. Son objectif était de les réconcilier. C'était plutôt raté. À part ça, de quoi avez-vous parlé pendant la soirée? Oh, de tout et de rien, de cinéma et de politique, bien sûr. Sur ce sujet, je suppose que tout le monde était du même avis? Oui, Philippe, là, il n'y a pas eu de polémique. Je me demande pourquoi Serge a été si agressif hier soir. Je crois que c'est à cause de Roland, qui est tellement charmeur. J'ai l'impression que Serge est jaloux, tout simplement. Du coup, il devient désagréable par jalousie. Puisque tu connais si bien toutes ces personnes, est-ce que tu peux me parler d'Eustache? Eustache, c'est quelqu'un de très calme, mesuré, intègre. Souvent, on ne l'entend pas dans les soirées. Comme il réfléchit des heures avant de parler, il rate les occasions et ne dit rien. Vu son intelligence et sa culture, c'est dommage car on aimerait bien connaître son opinion. C'est vraiment amusant d'observer les caractères. La femme d'Eustache est si ouverte et communicative. Rien à voir avec son mari. Virginie, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire? Oh oui, beaucoup. J'ai décidé d'étudier sérieusement le XXe siècle, depuis le début de la Première Guerre mondiale. C'est passionnant. Tant de choses se sont passées. Oui, mes grands-parents me racontent tout le temps ce qu'ils ont vécu. Et je commence à comprendre pourquoi ils sont si marqués par la guerre, par exemple. Quand tu dis la guerre, tu veux dire la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr.
Oui, Romain, évidemment. Ils ont envie de transmettre leur expérience. Un jour, je te raconterai ce qu'ils m'ont expliqué. Oui, j'aimerais bien. Tu sais s'ils ont encore des documents, des photos d'époque? Je crois que oui. Je leur demanderai de nous les montrer. Heureusement, ils acceptent de parler de leur vie quotidienne, de ces détails qui sont si difficiles à imaginer. Adèle, tu vas souvent au marché aux puces, non? Oui, j'adore ça. Dans n'importe quelle brocante, je découvre des merveilles. Ah, tous ces objets me font rêver. Certains ont accompagné la vie d'une personne, d'autres sont passés de main en main. Ce sont des histoires qui se cachent derrière chacun d'entre eux. Moi, les vieux objets me rendent triste. Je préfère la nouveauté. Ça se comprend aussi. Mais un jour, Valentine, j'aimerais te faire partager ma joie de collectionner les objets. Le mois dernier, par exemple, j'ai acheté toutes sortes de bibelots extraordinaires. Quoi, par exemple? Eh bien, j'ai trouvé un vase en porcelaine et une boîte ronde en bois très léger. J'ai aussi repéré quelques meubles, mais ils sont trop encombrants pour notre petit appartement. À quoi te serviront tous ces objets? À rien. Juste à me faire plaisir. C'est curieux, Alain va diriger une équipe de chercheurs en biologie, alors qu'Éric est un meilleur spécialiste de la question. Je ne comprends pas ce choix, même si je sais qu'Alain est assez compétent. N'oublie pas qu'après avoir passé sa thèse, Éric a quitté le laboratoire pour partir à l'étranger, alors qu'Alain est resté là malgré les difficultés. Le choix d'Alain est certainement destiné à récompenser sa fidélité. De plus, il a publié des articles très importants dans son domaine. En revanche, il n'a pas encore dirigé d'équipe. Ce sera sa première expérience. Tu as peut-être raison. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la question. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment? Eh bien, je suis en pleine préparation d'un colloque en septembre. J'ai 3 articles à finir et 2 grosses expériences à conduire. Sans compter les tâches administratives. Maman, comment tu t'habilles pour ce soir? Oh, je vais peut-être me changer. Tu ne restes pas en jean? Ah non, je vais me mettre en jupe. Peut-être la turquoise qui me va bien, je trouve. Tu l'avais déjà mise la dernière fois, non? Tu pourrais changer et mettre la noire. Oui, mais elle est trop habillée et trop courte. À mon âge, ce serait ridicule. Maman, tu n'es jamais ridicule. Tu es toujours chic. En plus, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Cette jupe noire te va parfaitement bien. Tu es adorable, ma chérie. Et quelle écharpe est-ce que je vais mettre alors? La verte, elle sera assortie à tes yeux. La vie de Romain Gary est un roman. Roman Katsev naît le 8 mai 1914 à Vilno, l'actuel Vilnius. Élevé par sa mère, qui est russe, il passe une bonne partie de son enfance à Varsovie, où il apprend le polonais. En 1928, la mère et le fils viennent s'installer en France, à Nice, où le garçon est scolarisé en français. Après avoir obtenu son bac, il commence des études de droit à Aix-en-Provence, puis à Paris. En 1938, il accomplit son service militaire comme aviateur. Révolté par la défaite de juin 1940, il décide de continuer à se battre et de partir en Angleterre. Il n'y arrivera qu'au bout de 2 ans, après diverses péripéties, en particulier en Afrique du Nord et en Égypte. À Londres, il mène une véritable double vie. D'un côté, il s'engage auprès du général de Gaulle dans les forces françaises aériennes libres comme copilote. D'un autre côté, il choisit son nom de plume, Romain Gary, et publie son premier roman, Éducation européenne. De retour en France après la guerre et ses actions héroïques, il entre dans la carrière diplomatique. Parmi les divers postes qu'il occupera, mentionnons la Bulgarie, l'ONU, la Bolivie et finalement la Californie.
Il écrit de nombreux romans et obtient en 1956 le prix Goncourt pour Les Racines du ciel. Au début des années 60, il rencontre Jean Seberg, qu'il épouse, quitte la carrière diplomatique et rentre à Paris. Dans les années 70, il est apparemment affecté par le succès d'un écrivain qui publie sous le nom d'Émile Ajar et qui est un cousin éloigné. Émile Ajar écrit La vie devant soi, roman pour lequel il obtiendra le prix Goncourt en 1974. Le 2 décembre 1980, après avoir achevé son dernier livre, Les cerfs-volants, Gary se suicide. Peu après la mort de l'écrivain, son éditeur révèle qu'Émile Ajar et Romain Gary n'étaient qu'une seule et même personne. Tu connais Maxime? Oui, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler. C'est un cousin d'Éléonore, je crois. Oui, et figure-toi qu'il va se remarier avec Sonia. Tu sais, la dame dont je garde le chien quand elle part en vacances. Ah bon? C'est bien. Sonia a déjà des enfants, non? Elle n'a qu'une fille dont elle est très proche, mais qui est déjà grande. Et les enfants de Maxime ont bien réagi? Plus ou moins. Sa fille ne pense qu'à ses études et ne s'intéresse pas beaucoup à son père. Son fils, en revanche, dont le caractère est complètement différent, a l'air à la fois heureux et un peu inquiet. C'est normal. J'espère que les 3 enfants vont bien s'entendre. Colette, quand est-ce que tu iras chez tes cousins en Provence? Si tout va bien, je partirai dans 15 jours. Ce sera beau à cette période de l'année. Oui, ce sera magnifique. Quand je serai là-bas, je crois que tous les arbres fruitiers seront en fleurs. Tes cousins sont fermiers, non? Oui, mais ils n'ont que des poules et des canards. Ils sont aussi cultivateurs et ils ont des champs de fraisiers et toutes sortes d'arbres fruitiers comme partout en Provence. Qu'est-ce que tu feras? Tu t'occuperas des animaux? Tu aideras tes cousins? Je ne pense pas. Quand je viens, mes cousins n'aiment pas trop que je me mêle de leur travail car je n'y connais rien. Je crois que je passerai beaucoup de temps à me promener. Je n'aurai que ça à faire. S'il fait assez beau, je ferai des randonnées puisque la montagne est tout près. Si nous invitions Héloïse et Romain à dîner? Oui, mais à la bonne franquette, car je n'aurai pas le temps de préparer un grand dîner sophistiqué. Dans ce cas, on pourrait faire un pot-au-feu. Ils adorent ça. Bonne idée. C'est un peu long à cuire, mais facile et rapide à préparer. Et comme dessert? Je ferais volontiers une mousse au chocolat, mais c'est peut-être un peu trop lourd. Oui, mais c'est si bon. Et tu l'as réussi tellement bien. On pourrait aussi préparer une salade d'orange s'ils préfèrent quelque chose de léger. Il ne faudrait pas oublier le fromage. Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil, disait Brillat Savarin. Dans ce cas, tu devrais passer chez notre fromager. En ce moment, il vend un camembert au lait cru absolument délicieux, bien moelleux. On va se régaler. Alors, j'appelle nos amis? C'est dommage. J'ai raté l'opéra. J'aurais bien aimé le voir. Moi aussi. Si j'avais su, j'aurais noté la date dans mon agenda. On y serait allés ensemble. C'est bête, j'ai dû partir en voyage pour mon travail. Et quand je suis revenu, cela m'est sorti de l'esprit. J'ai entendu dire que la mise en scène était assez bizarre, mais que les chanteurs étaient excellents. Oui, c'est souvent le cas. Il est rare de tout avoir en même temps. Parfois, ce sont les costumes qui sont splendides, mais pas les décors. Ou alors, les chanteurs chantent bien, mais jouent mal. Romain, tu aurais dû être critique de théâtre. C'est surtout que j'aurais adoré devenir chanteur d'opéra. Mais malheureusement, je n'en avais pas le talent, ma chère Virginie. Si tu avais continué dans ton cœur d'amateur, peut-être serais-tu devenu célèbre. Maintenant que je suis en vacances, je vais enfin pouvoir lire la presse tranquillement. Oui, c'est vrai. Nous sommes abonnés à un journal et 2 revues, mais tu ne les lis jamais. Je regarde rapidement la une et c'est tout. En revanche, depuis que je prends ma voiture pour aller au bureau, je peux écouter la radio. Oui, il y a des interviews intéressantes parfois.
ou de la langue de bois. Hier, par exemple, la journaliste a demandé à un ministre quand il répondrait enfin à la question. Le ministre a immédiatement prétendu qu'il avait déjà parlé de ce sujet, etc., etc. Étienne, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour cette raison que je préfère la presse écrite. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de substance dans les éditoriaux, les analyses et les reportages écrits. Cela dépend des journaux, mais je suis d'accord avec toi dans l'ensemble.